Certains moments de notre existence ne nécessitent qu'un seul battement de cœur pour tout transformer. Pour Nathan Brennan, cet instant arriva un jeudi matin ensoleillé à San Diego, alors qu'il essuyait l'huile de ses mains rugueuses et abîmées et perçut le doux ronronnement d'un moteur luxueux s'arrêter devant son vieux garage. Le bruit était raffiné, clairement coûteux et totalement étranger à ce quartier ouvrier où il avait passé toute sa vie. Pour Olivia Chambers, une jeune femme de 19 ans ayant passé 11 années précieuses dans un fauteuil roulant, l'instant qui bouleversa son monde arriva sans prévenir. C'était la sensation étrange de son pied appuyé sur le sol, sans douleur, pour la toute première fois depuis ce terrible jour où elle n'avait que 8 ans. Il n'y eut ni foule en liesse, ni feu d'artifice, seulement un souffle tremblant et quelque chose qu'elle ne croyait plus possible depuis longtemps. Mais avant que ce miracle ne prenne forme, il y eut du chagrin, il y eut du désespoir, des nuits sans sommeil envahies par le doute. Un simple élan de compassion pouvait-il vraiment vaincre un système dur et implacable dans un monde où même des fortunes de plusieurs millions avaient échoué? Ceci est l'histoire d'un père seul, survivant aux marges du monde, d'une femme riche portant le poids écrasant de la culpabilité maternelle, et d'une jeune femme courageuse à qui l'on avait trop souvent répété « accepte les choses comme elles sont ». C'est l'histoire d'un mécanicien en difficulté qui accomplit ce que la richesse, la célébrité et les meilleures cliniques n'avaient jamais pu offrir. Et tout commença par une question très simple. Est-ce que ton appareil te sert trop fort? Mais avant même que cette question ne franchisse ses lèvres, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que personne ne remarquait. Nate n'avait pas toujours été un père célibataire gérant un vieux garage. Dans sa jeunesse, il rêvait de devenir ingénieur en aérospatial, suivant le même chemin que son frère Lucas. Les deux frères grimpaient ensemble sur le toit, observant les avions décoller de l'aéroport international de San Diego, dessinant des croquis de turbines et d'ailes. Mais quand sa femme, Clara, mourut peu après avoir donné naissance à Emma, tous ses projets s'effondrèrent. Le soir des funérailles, Nate tenait son nourrisson dans les bras, les yeux fixés sur son diplôme de lycée et la lettre d'acceptation de l'université de San Diego posée devant lui. Il comprit qu'il devait faire un choix. Il abandonna l'université en 2e année et reprit le modeste garage familial, le même que son père avait tenu avant de succomber à une crise cardiaque, alors que Nate n'avait que 18 ans. Chaque après-midi, pendant qu'Emma dormait paisiblement, Nate étudiait des manuels usés sur les systèmes mécaniques. Non pas dans l'espoir de retourner à l'école, mais parce qu'il croyait fermement que la connaissance, même acquise seule, même sans diplôme, avait le pouvoir de changer une vie. Jamais il n'aurait imaginé à quel point cette conviction serait mise à l'épreuve, ni que cela commencerait un jeudi matin ordinaire, avec une personne qui allait bouleverser son existence pour toujours. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. De quelle région du monde nous écoutez-vous aujourd'hui? Et si vous pensez que les récits de bonté humaine, de petits miracles et de héros du quotidien doivent toucher davantage de gens, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos histoires. Car juste après cette question, une décision fut prise. Et cette décision changea le destin de 3 personnes d'une manière qu'aucune d'elles n'aurait pu imaginer. Qu'avait remarqué Nathan que tout le système de santé avait manqué? Nate Brennan avait passé presque toute sa vie en périphérie de San Diego, travaillant dans un garage étroit coincé entre des usines délabrées où les odeurs de graisse, d'acier brûlant et de vent salé se mêlaient chaque jour. Les murs de béton s'étaient fissurés avec les années. Les outils anciens, marqués par le temps, étaient passés entre ses mains durant de nombreuses années. Et c'est dans cet humble atelier que Nate fabriquait en silence des choses que beaucoup considéraient comme extraordinaires. Les gens faisaient confiance à Nate, non pas à cause de diplômes accrochés au mur. Ils lui faisaient confiance parce qu'il était toujours honnête, ne gonflait jamais ses prix et n'abandonnait personne en difficulté. Mais il y avait quelque chose que presque personne ne savait. Nate portait une blessure profonde qui ne s'était jamais vraiment refermée. 12 ans plus tôt,
Son jeune frère, Lucas Brennan, 22 ans, brillant et prometteur, achevait sa dernière année d'études en ingénierie aérospatiale à l'université de San Diego. Lucas aimait le ciel, était fasciné par le mouvement et adorait la mer. Un samedi après-midi, il partit plonger avec des amis à la Jolla Cove. Le drame arriva si vite que personne n'eut le temps de réagir. Un choc brutal contre des rochers cachés, après une descente trop profonde, provoqua des lésions irréversibles à sa colonne vertébrale. Nate se souvenait encore de cet appel du centre médical, avec une précision douloureuse. Le médecin parlait d'une voix froide, détachée. « Votre frère ne pourra plus jamais marcher. Lésion complète au niveau T6, paralysie totale sous la poitrine. » À cette époque, Nate n'avait que 26 ans. Il venait tout juste de perdre sa femme, suite à des complications après la naissance de la petite Emma. Seul, avec un nourrisson dans les bras, enchaînant 3 boulots chaque jour, submergé par les factures médicales et les dettes, Nate peinait déjà à tenir debout. Quand les médecins proposèrent une opération révolutionnaire, avec une chance de rendre la marche à Lucas, pour un coût de 350 000 $, Nate explora toutes les options possibles. Il demande des prêts partout. Il supplia désespérément, il ravala sa fierté, mais rien ne suffisait. Rien ne semblait jamais suffire. C'est finalement Lucas qui prit la parole et dit « Stop ». Il regarda son grand frère et esquissa un sourire, malgré la douleur évidente dans son regard. « Tu as Emma, elle a besoin de toi. Moi, je vais m'en sortir, frère. Je m'en sortirai. » Ce sourire courageux, Nate sut qu'il le garderait en mémoire jusqu'à son dernier souffle. 5 ans plus tard, Lucas mourut de complications respiratoires. Dans cette chambre d'hôpital froide et stérile, Nate serra la main de son frère de toutes ses forces. Son souffle était saccadé, faible. « Fais-moi une promesse. Si un jour tu as l'occasion, tends la main à ceux qui vivent ce que j'ai vécu. Ne les laisse pas perdre espoir comme je l'ai fait. » À partir de ce moment, chaque soir, après qu'Emma se soit endormie, Nate retournait à l'atelier. Pas pour réparer des voitures, mais pour apprendre. Il étudiait des manuels poussiéreux sur la biomécanique, suivait des tutoriels en ligne sur la conception orthopédique, analysait des schémas techniques d'équipements médicaux qu'il rassemblait patiemment, pièce par pièce. Nate n'avait aucun diplôme médical, mais il possédait les mains habiles d'un artisan expérimenté et un serment sacré fait à un frère disparu. Ce modeste garage se transforma peu à peu en un lieu de recherche silencieux. Nate se plongea dans l'étude des articulations prothétiques, de la répartition du poids dans le corps humain, de la science du mouvement, un système d'une précision incroyable mais d'une fragilité déconcertante. Sa femme était partie, son frère aussi, et Nate portait en lui le poids écrasant de ne pas avoir été assez fort pour sauver ni l'un ni l'autre. Mais il refusa d'abandonner l'espoir, car au plus profond de lui, Nate croyait qu'un jour, au bon moment, il tiendrait sa promesse à Lucas. Et c'est justement de cette promesse, de ces longues soirées passées dans l'ancien atelier, que le destin de Nate commença lentement à prendre un chemin inattendu. Non loin de là, elle aussi près des rivages de l'océan Pacifique, portant elle aussi une blessure qui ne guérirait jamais totalement, vivait une autre mère, dont la vie était à l'opposé de celle de Nate. Catherine, Kate Chambers, n'était pas une mère comme les autres. Elle était directrice générale de GeneTech Innovations, la plus grande entreprise de biotechnologie de Californie, pionnière dans les traitements génétiques et la science de la régénération des tissus. Le nom de Kate figurait dans le magazine Forbes, apparaissait dans des conférences TED, était cité dans de nombreux congrès scientifiques à travers le monde. Elle représentait l'image parfaite de la réussite, du génie et du pouvoir. Mais aucune reconnaissance n'effaçait la douleur d'une soirée survenue 11 ans plus tôt. C'était une nuit d'août à Pacific Beach. Le ciel était dégagé, le vent léger et les vagues roulaient doucement sur le sable. Olivia, 8 ans à l'époque, prenait des cours de surf, poursuivant un petit rêve lumineux. Kate était assise sur la plage, le téléphone à la main, occupée par un message urgent concernant une transaction de 200 millions de $. « Maman, regarde-moi !»
La voix joyeuse d'Olivia résonna au-dessus de l'eau. Kate leva une main pour faire signe, mais ses yeux restèrent rivés sur son écran. « Je te vois, ma chérie. Fais attention. » Mais en réalité, elle ne regardait rien du tout. Son attention était entièrement accaparée par ce message. Ce soir-là, la mer était plus agitée que d'habitude. Sans prévenir, une vague puissante surgit. Olivia perdit l'équilibre et fut projetée sous l'eau. Sa planche la frappa violemment à la tête. Quand l'équipe de secours la ramena sur le rivage, elle avait perdu connaissance. Le sang coulait de la plaie sur son crâne, se mêlant au sel brutal de l'océan. Traumatisme crânien sévère, atteinte de la colonne cervicale. Une opération en urgence de 14 heures interminables. Olivia survécut, mais tout son corps, à partir de la poitrine, était devenu insensible. Kate ne pourrait jamais oublier le moment où elle s'assit au bord du lit d'hôpital, voyant sa petite fille reprendre conscience. Olivia tente de bouger les jambes, aucune réaction. La peur envahit son regard, ses yeux cherchant désespérément sa mère. « Maman, pourquoi mes jambes ne sentent rien ?» Et une autre question, qu'Olivia garda pour elle, mais que Kate comprit parfaitement à travers ses yeux. « Où étais-tu quand je me suis blessée ?» Dès ce jour, Kate fit ce qu'elle savait faire de mieux, combattre avec de l'argent. Elle injecta des millions dans la bataille. Les plus grands spécialistes du monde entier, de Johns Hopkins, de la Mayo Clinic, des experts venus de Suisse, du Japon, furent sollicités. 11 longues années passèrent. 11 opérations distinctes, des dizaines et des dizaines de protocoles de rééducation, un défilé sans fin d'appareils orthopédiques de pointe. Mais Olivia ne pouvait toujours pas marcher seule. L'orthèse qu'elle portait actuellement, fabriquée par MediBrace Corp, le géant mondial de l'orthopédie, coûtait 180 000 $. Conçue par une équipe d'ingénieurs du MIT, elle était construite à partir d'un alliage de titane ultra léger et équipée d'un réseau intelligent de capteurs adaptant la pression selon le mouvement. D'après les spécifications, c'était un miracle d'ingénierie moderne. Mais dans la réalité quotidienne, chaque pas qu'Olivia tentait restait douloureux. Elle vacillait encore à chaque mouvement. Elle devait toujours serrer les dents et avancer malgré la souffrance. Kate savait parfaitement que sa fille faisait d'énormes efforts. Olivia ne se plaignait jamais. Elle gardait toujours le sourire, rassurant sans cesse sa mère. « Tout va bien, maman. » Mais certaines nuits, Kate passait devant la chambre de sa fille et entendait des sanglots discrets filtrés par l'entrebâillement de la porte. Et ces nuits-là, Kate s'isolait dans sa vaste suite de directions, regardant l'océan Pacifique briller sous la lumière pâle de la lune. Les mêmes eaux qui avaient volé à sa fille la capacité de marcher. Et se posait une question que nul comité d'experts ne pourrait résoudre. Une somme d'argent peut-elle vraiment acheter le pardon? Ce jeudi matin-là, Nate nettoyait la crasse de ses doigts noirs de graisse après avoir travaillé sur le moteur d'un avion Cessna ancien, trésor d'un pilote à la retraite. Dans le petit atelier, le soleil californien entrait en biais par la porte métallique à demi relevée, illuminant le sol en ciment taché d'huile. Emma, désormais âgée de 7 ans, était assise les jambes croisées sur le sol du garage, absorbée par le dessin qu'elle réalisait. Parsemé sur des feuilles froissées, des avions, des engrenages anguleux et des inventions étranges que seul l'esprit d'un enfant pouvait imaginer. « Papa !» Emma leva les yeux, tenant dans ses mains une petite figurine mécanique que Nate avait fabriquée pour elle. Pourquoi cette articulation ne tourne pas comme il faut? Nat s'accroupit à ses côtés, lui adressant un sourire patient. « Parce que je n'ai pas mis assez de lubrifiant, ma chérie, » répondit-il. « Les machines fonctionnent comme les humains. Quand une articulation est sèche, chaque mouvement devient douloureux. » À cet instant précis, un bruit inhabituel brisa l'atmosphère. Ce n'était pas le vacarme industriel habituel du quartier, mais un son raffiné, lisse, un moteur luxueux, un bruit qui n'avait clairement pas sa place ici. Ned se redressa, sortit à l'extérieur et s'immobilisa. Devant lui se trouvait un Rolls-Royce Cullinan blanc éclatant, d'une propreté impeccable, réfléchissant le soleil californien comme un miroir. La voiture tranchait tellement avec son environnement qu'elle semblait irréelle.
Au milieu d'une rue bordée de véhicules fatigués, où se mêlaient bruits industriels et cris de mouettes, cette machine semblait venue d'un tout autre monde. La porte arrière s'ouvrit. Une jeune femme en descendit lentement, avec des gestes mesurés, soutenus par des orthèses métalliques, entourant fermement ses jambes. Ses longs cheveux châtains ondulaient sur ses épaules. Ses traits étaient fins et délicats, mais son regard trahissait une profonde fatigue, celle que l'on porte après trop d'années de souffrance. À ses côtés se tenait une femme d'âge mûr, les cheveux blonds relevés avec soin, vêtue d'un tailleur blanc immaculé, posture parfaite et regard intense de quelqu'un habitué à diriger une entreprise valant plusieurs milliards. Catherine Chambers. Kate observa l'atelier vieillissant, son expression mêlant doute et urgence. Être ici était la dernière chose qu'elle souhaitait. Mais le moteur de son véhicule avait surchauffé sur l'Interstate 5 et le GPS l'avait guidé vers l'atelier le plus proche. « Excusez-moi, je suis désolé de vous déranger, dit Kate, polie mais distante. Ma voiture a surchauffé, pourriez-vous y jeter un œil ?» Nate hocha la tête, essuyant ses mains sur sa chemise de travail. « Bien sûr, laissez-moi regarder. » Il souleva le capot et se pencha sur le moteur. Mais malgré ses efforts pour se concentrer sur la voiture, son attention revenait sans cesse à la jeune femme. Olivia peinait à s'installer sur un vieux banc en bois placé à l'entrée de l'atelier. Ses orthèses rigides rendaient chaque geste difficile. Il lui fallut plusieurs minutes pour ajuster sa position et réduire un peu son inconfort. Nate le remarqua immédiatement. C'était l'instinct naturel de quelqu'un habitué aux machines, un regard entraîné à détecter les dysfonctionnements en une fraction de seconde. Durant les 15 minutes qu'il passa à inspecter le moteur de la Rolls, Nate regarda Olivia à 6 reprises. À chaque fois, il la vit essayer de se repositionner, de trouver un peu de répit dans la douleur. Mais les orthèses ne coopéraient pas. Il finit par ne plus pouvoir rester silencieux. Nate s'approcha et s'agenouilla pour se mettre à hauteur d'Olivia, refusant ce regard penché que tant de gens adoptent sans s'en rendre compte face à une personne handicapée. Sa voix était douce, respectueuse. « Pardonnez-moi, je ne veux surtout pas être indiscret, mais cette orthèse que vous portez, est-il possible qu'elle soit trop serrée ?» Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent de surprise. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. En général, les gens la dévisageaient, faisaient semblant qu'elle n'existait pas, ou l'étouffaient de pitié excessive, insupportable. Comment avez-vous pu le deviner? Les mots d'Olivia tremblaient. « Je n'ai aucune formation médicale, admit Nate honnêtement. Mais je suis mécanicien. Je sais reconnaître quand quelque chose n'est pas ajusté correctement. Et cette orthèse-là, elle ne permet pas à votre corps de bouger de manière naturelle. » Kate se leva brusquement, son regard se durcissant d'inquiétude. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement ? Cet appareil est un produit médical haut de gamme, fabriqué par MediBrace Corp, la meilleure entreprise au monde dans ce domaine. » Nate choisit de ne pas contester ce point. Il demanda simplement, avec calme, « Me permettez-vous de l'examiner de plus près ? Juste observer. Je vous donne ma parole que je ne toucherai à rien sans votre autorisation. » Olivia se tourna vers sa mère, cherchant son approbation, puis acquiesça d'un signe de tête. Nate s'accroupit et demanda la permission avant de toucher l'orthèse. Ses doigts glissèrent sur les charnières métalliques, évaluant les angles, la liberté des mouvements. Son regard s'intensifia, ses doigts se posèrent au niveau du genou. Puis il remonta vers la hanche, et c'est là qu'il identifia le problème. Ce mécanisme au niveau du genou est bloqué à une position fixe de 15 degrés, déclara Nate d'un ton grave. Mais quand un être humain marche normalement, le genou doit pouvoir bouger entre 0 et 70 degrés. Comme cette articulation est verrouillée, à chaque pas, votre genou ne peut pas se plier correctement. C'est donc votre hanche qui est obligée de compenser en se tordant d'environ 20 degrés. Il leva les yeux vers Olivia. « C'est pour cela que vous ressentez des douleurs constantes dans le bas du dos, n'est-ce pas ?» La mâchoire d'Olivia se décrocha, stupéfaite. « Comment savez-vous que j'ai mal au dos ?» Nate désigna sa posture. « Vous êtes incliné d'environ 7 degrés vers la droite. Votre colonne vertébrale s'adapte pour alléger la pression.
Depuis combien de temps cela dure-t-il ? 5 ans maintenant, murmura Olivia, les larmes commençant à couler le long de ses joues. Les médecins m'ont dit que c'était une conséquence normale. J'ai cru que je devais simplement m'y habituer. Kate ne bougea pas. Elle avait dépensé 180 000 $. Elle avait placé sa confiance dans les meilleurs esprits du MIT. Et là, sous ses yeux, un simple mécanicien travaillant dans un garage délabré venait de découvrir, en à peine 3 minutes, ce que des dizaines de spécialistes n'avaient jamais mentionné. Donc, ce que vous me dites, la voix de Kate tremblait visiblement. C'est que la conception elle-même était défaillante ? Nate poussa un léger soupir. Pas défaillante dans le sens classique. Ils l'ont conçue avec la technologie comme priorité, en se concentrant sur les capteurs, sur l'apparence. Mais ils ont oublié l'élément le plus fondamental de tous. Il se tourna vers Olivia. Ils ont complètement négligé la façon dont le corps humain bouge réellement. Alors Olivia, rassemblant tout son courage, posa la question. « Est-ce que vous pouvez la réparer ?» Nate observa attentivement son visage. Dans ses yeux, il revoyait Lucas. Il revoyait le serment sacré prononcé des années plus tôt. Il voyait ce fil fragile d'espoir qu'il ne pouvait pas se permettre de briser. « Je ne peux pas vous le garantir, » répondit Nat doucement. « Mais je suis prête à essayer. Ce soir-là, dans la villa de 15 millions de $, surplombant la mer à la Jolla, Kate n'arrivait pas à dormir. Elle se tenait immobile, face à la fenêtre grande ouverte, les yeux fixés sur l'immensité de l'océan Pacifique, cet océan qui avait tout emporté. La lumière de la lune dansait à la surface de l'eau, se brisant en éclats froids comme du verre fendu sur l'infini marin. L'esprit de Kate retourna à la soirée de l'accident. Elle se souvint du téléphone serré dans sa main, de la voix enthousiaste d'Olivia. « Maman, regarde-moi !» Et elle se souvint de l'instant précis où elle ne leva pas les yeux. Pendant 11 longues années, Kate avait tenté d'acheter le pardon à coups de millions. Les meilleurs médecins, les équipements les plus coûteux, les cliniques les plus avancées, et tout cela en vain. Et maintenant, un homme seul, vêtu de vêtements tachés d'huile de moteur, travaillant dans un atelier usé au cœur d'un quartier industriel, affirmait pouvoir accomplir ce que toute sa fortune n'avait jamais réussi. Kate voulait croire en lui, mais la peur la paralysait. La peur que s'il se trompait, Olivia subisse des séquelles irréversibles. La peur née de trop de déceptions passées, de ne plus avoir l'énergie de survivre à un nouvel échec. Et plus encore, la peur que si un simple mécanicien parvenait là où tous les autres avaient échoué, alors qu'avait-elle vraiment fait durant toutes ces années ? Un léger coup résonna à la porte. Olivia entra lentement dans la pièce, poussant sa chaise. « Tu ne dors pas encore, maman ?» Sa voix était douce et chaleureuse. Kate se retourna, essuyant rapidement les larmes sur ses joues. « Mes pensées revenaient sans cesse à ce mécanicien, » dit Olivia en s'approchant en fauteuil. « Tu ne lui fais pas confiance, n'est-ce pas ?»« Ce n'est pas un manque de confiance en lui, » répondit Kate dans un murmure. « C'est de la peur. S'il se trompe, tu pourrais... » « Je resterai simplement comme je suis, » coupa Olivia, sa voix étonnamment stable. « Maman, c'est ma réalité depuis 11 ans. J'ai subi 11 opérations différentes. J'ai épuisé toutes les options que l'argent pouvait offrir, et la douleur est toujours là. Marcher reste impossible, et j'ai constamment l'impression de t'être un fardeau. Tu ne pourrais jamais être un fardeau pour moi, dit Kate, brisée. Mais c'est pourtant ce que je ressens, répondit Olivia, les larmes coulant librement sur ses joues. Chaque fois que ton regard croise le mien, je vois la culpabilité que tu essaies de cacher. Tu continues d'essayer d'acheter un miracle pour moi, mais les miracles ne s'achètent pas avec de l'argent, maman. Kate tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras, avec force. Je suis désolé d'avoir baissé les yeux, désolé d'avoir... Maman, arrête de t'excuser, je t'en supplie. Olivia entoura sa mère de ses bras, sa voix tremblante. Laisse-moi tenter quelque chose. Cette fois, pas avec l'argent, pas avec les experts célèbres, juste parce qu'il existe quelqu'un qui veut sincèrement m'aider. Kate resta silencieuse, mais dans sa poitrine, elle sentit son cœur se briser en morceaux. Car à cet instant, elle comprit enfin que durant 11 années, elle avait cherché à sauver sa fille par le pouvoir et l'argent.
pas par un amour authentique. Et cela n'avait jamais suffi. Au matin, Kate appela Nate. Sa voix tremblait. « Monsieur Brennan, je souhaite que vous procédiez à votre tentative, mais à une condition. »« Je vous écoute, » répondit Nate. « Au premier signe de risque, même minime, j'arrête tout immédiatement. Je refuse de jouer avec la santé de ma fille. »« Je comprends parfaitement, » répondit Nate sans hésiter. « La blessée serait tout aussi inacceptable pour moi. Vous avez ma parole, je serai extrêmement prudent. » Kate expira longuement. « Très bien, mais je veux être présente à chaque étape, observer chaque phase, participer à chaque décision. »« Bien sûr, » dit Nat d'un ton calme. « Je vous demande juste une chose, votre confiance, une seule chance. » Et pour la première fois en 11 ans, Catherine Chambers, une femme qui avait bâti toute son existence autour du contrôle total, fit le choix d'y renoncer. Elle choisit d'accorder sa confiance à un homme qu'elle connaissait à peine, non pour ses diplômes, ni pour son statut, mais parce qu'en croisant son regard, elle avait entrevu quelque chose qui manquait cruellement à sa propre vie, une compassion pure, sincère. Ce matin-là, une fois Kate et Olivia repartis, Nate rapporta leur thèse dans l'atelier comme s'il transportait un trésor sacré. Il la déposa sur l'établi usé, nettoyant minutieusement la moindre poussière, traitant chaque imperfection comme s'il manipulait quelque chose de bien plus précieux que du simple métal. Emma s'installa à ses côtés, ses grands yeux curieux suivant chaque geste de son père. « Papa, est-ce que tu pourras la réparer pour qu'elle puisse marcher ?» demanda-t-elle. Nate s'arrêta. « Je vais faire tout mon possible, ma chérie. » Emma resta silencieuse un instant, pensive, puis demanda à voix basse, comme quand tu espérais aider l'oncle Lucas. Nat leva les yeux vers sa fille. Une ombre passa sur son visage. Il acquiesça. « Oui, exactement comme ça. » À partir de là, Nate commença à démonter entièrement l'orthèse. Il désassembla les mécanismes métalliques rigides, retira le système de sangle qui répartissait mal la pression, déconnecta les capteurs intelligents coûteux qui, en réalité, n'apportaient rien une fois le corps en mouvement. Il redessina un modèle entièrement nouveau. Il calcule chaque angle avec précision, comparant les schémas aux mouvements naturels d'un corps valide. Il étudia comment le genou se plie, comment la hanche pivote, comment la cheville propulse le corps en avant. La première nuit passa sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsque la lueur pâle de l'aube pénétra dans l'atelier, Nate était toujours assis au même endroit, le crayon à la main. Emma se réveilla et trouva son père endormi d'épuisement, affalé contre l'établi. Le lendemain, le tout premier prototype vit le jour. Nate réussit à réduire le poids total de près de 50%, augmenta l'amplitude de mouvement du genou et intégra un matériau spécial pour amortir chaque point de contact entre le métal et la peau. Quand Olivia revint, Kate l'accompagnait, le regard tendu d'anxiété, incapable de quitter sa fille des yeux. « Tu te sens prête ?» demanda Nate doucement. Olivia acquiesça d'un signe de tête. « Je suis prête. » L'orthèse repensée fut soigneusement fixée en place. Olivia se redressa lentement. Durant ces premières secondes, un sourire apparut sur son visage. L'appareil semblait vraiment plus léger. Respirer paraissait réellement moins difficile, mais dès son troisième pas, un cri déchirant retentit dans l'atelier. Olivia s'effondra au sol. Du sang s'écoulait abondamment de sa cheville, là où le mécanisme métallique avait entaillé sa chair. Kate poussa un hurlement et se précipita, serrant sa fille dans ses bras. « C'est terminé, monsieur Brennan, terminé. Avoir placé ma confiance en vous fut une grave erreur. » Nate restait figé, paralysé, les mains tremblantes, couvertes de sang. Dans son esprit, l'image de Lucas, allongé sur ce lit d'hôpital des années auparavant, ressurgit, accompagné de ce même sentiment d'impuissance dévastatrice. « Je suis désolé, si profondément désolé. » Sa voix se brisa au milieu de la phrase. Kate guida Olivia vers le véhicule sans prononcer un mot de plus. Mais juste avant que la portière ne se referme complètement, Olivia se retourna et croisa le regard de Nate à travers le voile de ses larmes. « N'abandonne pas. » Quand la nuit tomba, l'atelier fut englouti par l'obscurité. L'orthèse endommagée reposait inerte sur la table. Des traces de sang d'Olivia marquaient encore le sol, non nettoyé.
Nate était assis seul dans le silence, son téléphone serré dans la main, prêt à appeler Kate pour lui annoncer qu'il renonçait. Ses doigts tremblaient au-dessus de l'écran lumineux. Emma n'avait pas seulement vu son père travailler sans relâche, elle avait observé sa transformation jour après jour. Tôt le matin, lorsqu'il se levait avant même le lever du soleil, les yeux rougis par le manque de sommeil, Emma lui réchauffait discrètement un verre de lait, malgré ses petites mains encore peu assurées. « Bois ça, papa. Tu as besoin d'énergie, » disait-elle d'un ton étonnamment sérieux pour son âge. Un jour, Nate l'avait prise dans ses bras et avait demandé doucement « Est-ce que cela te fait peur ?» Et si papa échouait? Emma avait secoué la tête avec conviction. « Si tu n'essaies même pas, tu vivras toujours avec ce regret, tout comme celui de ne pas avoir pu sauver tonton Lucas. » Nate l'avait serré très fort, incapable de prononcer un mot. Sa fille de 7 ans comprenait des choses que bien des adultes ne saisiraient jamais. Mais Emma gardait un secret pour elle seule. Chaque nuit, lorsque les sons des marteaux et des perceuses résonnaient depuis l'atelier, elle prenait son petit journal et écrivait ses pensées. « Cher Dieu, je te supplie d'aider papa à réussir. Il a déjà perdu maman, il a perdu tonton Lucas. Je t'en supplie, ne lui fais pas perdre espoir, lui aussi. » Et chaque matin, en voyant son père continuer à se battre, Emma était convaincue que ses prières étaient entendues. « Que fais-tu, papa ?» La voix d'Emma résonna depuis l'entrée. Nate sursauta de surprise. « Toi, pourquoi n'es-tu pas encore couché ?» Emma traversa la pièce et s'assit à ses côtés. « J'ai vu que tu pleurais. » Nate détourna le visage. « J'ai blessé quelqu'un, ma chérie. Je pensais pouvoir aider, mais j'ai seulement causé plus de douleur. » Emma garda le silence longtemps, puis elle posa une question. « Est-ce que tonton Lucas t'a déjà dit d'abandonner ?» Nate eut l'impression que tout l'air quittait ses poumons. « Je me souviens que tonton te disait qu'il ne fallait jamais laisser tomber les gens qui ont besoin d'aide. C'est vrai, n'est-ce pas, papa ?» Nate serra sa fille contre lui et s'effondra complètement. « Tu as une mémoire incroyable, alors tu ne peux pas abandonner maintenant. Sœur Olivia croit toujours en toi. » À cet instant précis, le téléphone vibra. Un message apparut, venant d'un numéro inconnu. « Monsieur Brennan, c'est Olivia. Je tiens à m'excuser pour l'attitude de ma mère plus tôt aujourd'hui. Je vais bien. S'il vous plaît, ne renoncez pas à cause de moi. Je continue de croire en vous. » Nate fixa l'écran lumineux, les larmes coulant sur ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes d'une détermination inébranlable. Il se leva, ralluma les lumières de l'atelier et déplia à nouveau les plans de conception. « Emma, papa va réessayer. Cette fois, papa doit absolument réussir. » Durant les heures qui suivirent, le second prototype prit forme. Nate remplaça les matériaux par un alliage d'aluminium de qualité aéronautique. Il recouvrit chaque surface de contact avec du silicone homologué pour usage médical. Il ajouta des ressorts amortisseurs dans l'articulation du genou. Au matin suivant, il appela Kate. « Madame Chambers, je vous demande une dernière chance. » Kate resta silencieuse pendant ce qui sembla une éternité. « Es-tu sûre de toi ? » « Non, mais abandonner n'est pas une option pour moi. » Lorsqu'ils arrivèrent, Kate semblait encore plus distante qu'auparavant, mais Olivia adressa à Nate un sourire empreint d'un tel courage qu'il en eut le cœur serré. Cette fois-ci, Nate fixa l'orthèse, avec une prudence extrême, inspectant chaque détail. Olivia se leva, le premier pas se déroula sans accroc, le deuxième pas également, mais au troisième, un hurlement plus puissant, plus violent que le précédent retentit. Le mécanisme au niveau de la hanche se déplaça, heurtant violemment l'os pelvien. Olivia s'écroula. « Non, non !» cria Kate. « Je n'autoriserai pas que cela continue. Je vais entamer des poursuites contre vous. Vous faites du mal à ma fille. » Elle appela son avocat sous les yeux de Nate. Tout s'effondra. Mais alors que Kate s'apprêtait à emmener Olivia loin d'ici, la jeune femme se retourna, saisit fermement la main de Nate et murmura à travers ses larmes « Promets-moi, promets que tu n'abandonneras pas. » Nate ne put prononcer le moindre mot. Il se contenta d'acquiescer.
Ce soir-là, Nate était assis sur le sol de l'atelier, le dos appuyé contre le mur glacé. « Lucas, je n'y arrive pas. Je suis désolé. » Puis le souvenir revint, Lucas lui tenant la main, sa voix à peine audible. « Ne t'excuse pas, fais-moi juste une promesse. » Nate bondit sur ses pieds et à cet instant, il comprit enfin. Le problème ne venait pas de l'articulation, ce n'était pas non plus le poids de l'appareil, c'était le centre de gravité. Chaque version, de la première orthèse aux 2 prototypes, plaçait le centre de gravité au mauvais endroit. Il était positionné au niveau du genou. Mais lorsqu'un être humain marche, le véritable centre de gravité doit se situer à la hanche, murmura Nate. Il faut le placer à la hanche. Cette fois, il ne répara rien. Il reconstruisit tout depuis zéro. Dans les jours qui suivirent, Nate disparut de la vie normale. L'atelier resta fermé. Les clients furent redirigés ailleurs. Emma apportait les repas à son père et constatait qu'il ne dormait plus que 2 ou 3 heures par nuit. « Tu es fatigué, papa ?» demande-t-elle. « Je tiens le coup, ma chérie. Je dois juste terminer ce projet. » Nate utilisa l'intégralité de ses économies, $3000 réservés aux frais de scolarité privée d'Emma pour l'année suivante, afin d'acheter des matériaux de meilleure qualité. Il testa l'orthèse sur ses propres jambes, l'attachant solidement, marchant, tombant, se relevant, apportant des modifications, recommençant encore. Dans le quartier, les gens commencèrent à chuchoter. « Nate a perdu la tête !» Mais Madame Rosa, une femme de 70 ans qui avait connu Lucas, déclara simplement « Ce jeune homme est en train de sauver une vie, laissez-le travailler en paix. » Au 7e jour, Nate termina son œuvre. L'orthèse repensée ne ressemblait plus à rien de connu, allégée de 60%, avec des articulations fluides. Le centre de gravité avait été entièrement déplacé vers les hanches, répartissant la pression uniformément sur tout le corps. Nate resta immobile, contemplant sa création, les mains tremblantes. « Lucas, je l'ai terminé. » Il ferme les yeux. « J'espère que cette fois, je ne connaîtrai pas l'échec. » Nate fixa son téléphone pendant 20 longues minutes avant d'avoir le courage de passer l'appel. La communication s'établit. « Monsieur Brennan, » dit la voix froide et distante de Kate. « Madame Chambers, » dit Nate en prenant une grande inspiration. « J'ai terminé le travail. Je sais que vous n'avez plus confiance en moi. Mais je vous supplie de me donner une dernière chance, une seule. Si j'échoue, je ne vous dérangerai plus jamais. C'est une promesse. » De l'autre côté de la ligne, un silence s'installa, si long qu'il en devenait terrifiant. Enfin, Kate parla. « Savez-vous, monsieur Brennan, que mon avocat est en train de monter un dossier contre vous ? 2 fois, ma fille a été blessée par votre faute. Je le sais, répondit Nate d'une voix rauque et tendue, et j'en suis vraiment désolé, mais il y a autre chose que je sais. » Il marqua une pause. « Olivia croit encore en moi. Je reçois des messages d'elle tous les jours. Elle me demande si j'ai abandonné. » Kate poussa un léger rire, un rire sans aucune joie. « Voilà pourquoi je suis devenue folle, dit-elle. Ma fille de 19 ans remet toute sa vie entre les mains d'un parfait inconnu. Et moi, sa mère, je songe sérieusement à le permettre. »« Vous êtes une mère dévouée, » répondit Nate avec calme. « Vous cherchez simplement à protéger votre enfant. »« Non, » dit Kate d'une voix plus douce, pleine de tristesse. « Une mère dévouée n'aurait pas regardé son téléphone il y a 11 ans. Une mère dévouée aurait levé les yeux quand sa fille l'appelait. » Nate entendit Kate pleurer à travers le combiné. « Monsieur Brennan, reprit-elle, la voix brisée, pendant 11 ans, j'ai tenté d'acheter le pardon avec de l'argent, mais Olivia m'a dit qu'elle n'avait pas besoin que je lui achète un miracle. Elle a seulement besoin que je croie. Alors placez votre foi en votre fille, dit Nate avec douceur, et placez votre foi en l'espoir. » Le lendemain matin, Kate et Olivia se présentèrent devant l'atelier de Nate. Mais cette fois-ci, elles n'étaient pas seules. À leur côté se trouvait le docteur Marcus Webb, le meilleur spécialiste en orthopédie de toute la Californie, le médecin qui avait suivi l'état d'Olivia au cours des 11 dernières années. Il était venu à la demande de Kate avec un seul objectif, évaluer le niveau de risque. Le docteur Webb observe Nate de la tête aux pieds avec un regard rempli de doute et de mépris. « Vous êtes mécanicien, c'est bien cela ?
Oui, monsieur, et vous pensez pouvoir réussir là où une équipe du MIT et moi-même avons échoué, demanda-t-il d'un ton glacial. Nat choisit de ne pas entrer dans le débat. Je souhaite seulement apporter de l'aide. Le docteur Webb émit un bruit de mépris. J'espère que vous comprenez ce que vous entreprenez, car si mademoiselle Olivia subit une nouvelle blessure, vous ferez face à des conséquences juridiques extrêmement graves. Nate acquiesça. Je comprends parfaitement. Le médecin s'abaissa pour examiner l'orthèse repensée. Son front se plissa d'inquiétude. Ce système d'équilibre ne correspond pas aux protocoles médicaux établis. Mais il suit les principes mécaniques, répondit calmement Nat, et les êtres humains bougent selon la mécanique, pas selon les manuels. Le docteur Webb s'apprêta à répliquer, puis se ravisa. Pendant que Nate effectuait ses préparatifs, le médecin se posta dans un coin de l'atelier, observant chaque détail. Il aurait préféré être n'importe où ailleurs. Il s'était opposé fermement à la demande de Kate, mais avec 30 années de pratique derrière lui, une réalité lui était impossible à nier. Cette orthèse ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu. Il l'avait examinée auparavant. Le système d'équilibre, la répartition des forces, l'amplitude de mouvement des articulations. Chaque aspect défiait ce que sa formation lui avait appris. Et pourtant, selon les principes mécaniques, c'était sans faille. « Monsieur Brennan, dit le docteur Webb d'un ton grave, si cela fonctionne, comprenez-vous ce que cela implique ?» Nate leva les yeux. « Cela signifie qu'elle pourra marcher. » « Non, répondit le docteur Webb en secouant lentement la tête. Cela signifie que vous allez révolutionner tout un domaine de la médecine. Et beaucoup de personnes ne l'accepteront pas. » Nate resta silencieux un moment, puis dit d'une voix basse. « Leur acceptation ne m'importe pas, seul son bien-être compte. » Le docteur Webb observe l'homme en face de lui. Aucun diplôme, aucun statut professionnel, mais possédant quelque chose qu'il avait lui-même abandonné depuis longtemps dans sa carrière. Une dévotion totale envers le patient. Pour la première fois depuis des années, le docteur Webb se surprit à espérer, en silence, être sur le point d'assister à un miracle. À cet instant, Olivia prit la parole. « Docteur Webb, je souhaite tenter cette expérience, s'il vous plaît. » Il tourna les yeux vers elle et laissa échapper un long soupir. « Très bien, mais je reste ici. Au moindre signe de danger, j'arrêterai tout immédiatement, » déclara Nate avec conviction. « Vous avez ma parole. » L'atmosphère de l'atelier se figea. La tentative ultime avait commencé. L'atelier entier tomba dans un silence total. Pas un silence vide, mais un silence si tendu que chaque battement de cœur semblait perceptible. Nate s'agenouilla devant Olivia, tenant l'orthèse repensée. Son regard croisa celui de la jeune femme. Les mots étaient inutiles. Entre eux, une promesse muette était déjà née. « Es-tu prête ?» demanda-t-il. Olivia acquiesça, ses doigts serrant fermement la main de sa mère. Nate commença à fixer l'orthèse. Chaque geste était lent, d'une extrême précision. Il vérifia chaque attache, chaque articulation, chaque point de contact, comme si la moindre erreur pouvait anéantir le miracle. « Comment ça te semble ?» demanda-t-il. « Léger » souffla Olivia, bien plus léger. Nate se redressa et lui tendit la main, puis s'arrêta à mi-chemin. « Je ne vais pas t'aider physiquement. Je resterai simplement près de toi si tu as besoin d'aide. Mais il faut que tu te lèves par ta propre force. Est-ce que cela te va ?» Olivia prit une profonde inspiration. Puis, lentement, elle se redressa. La première seconde passa, son corps resta stable. La deuxième seconde passa, elle était toujours debout. La troisième seconde arriva, et Olivia ressentit quelque chose qui la figea entièrement. « Maman !» Sa voix tremblait. « Je n'ai pas mal !» Kate porta sa main à sa bouche. Des larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Le docteur Webb plissa les yeux, se pencha pour examiner chaque détail. « La douleur n'a pas seulement diminué, » murmura Olivia, comme si parler plus fort pouvait briser la magie de l'instant. « La douleur a totalement disparu. Pour la première fois en 11 ans, je ne ressens plus aucune douleur. » Elle suspendit sa respiration. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir éclater dans sa poitrine. Tout son corps tremblait, non pas de souffrance, mais d'une émotion trop immense, trop soudaine pour être contenue.
Nate parle avec une douceur infinie. Laisse ton corps s'appuyer sur la structure de soutien. L'orthèse portera le poids. Tu dois simplement initier le mouvement. Olivia acquiesça. Les larmes coulaient librement sur son visage. Son regard se posa sur son pied droit. Elle tenta de bouger les orteils. Aucune sensation, comme depuis 11 ans. Mais l'orthèse réagit immédiatement, avec douceur, naturellement. Elle transféra son poids. Le premier pas, son pied toucha le sol. Aucune douleur. Son genou se plia, 20 degrés, 30, 40, de manière fluide, comme une personne sans handicap. Aucune douleur. Olivia laissa échapper un souffle, la voix brisée. « Maman, je suis... » Le deuxième pas, son pied gauche. Elle transféra son poids. Sa hanche tourna naturellement, sans devoir compenser par une rotation forcée. L'orthèse répartissait la pression uniformément sur tout le corps. Aucune douleur. Ses genoux tremblaient, non par faiblesse, mais d'émotion incontrôlable. 11 ans. 11 ans de souffrance, d'impuissance, de désespoir. Et maintenant, le troisième pas, le quatrième. Olivia ne put se retenir davantage. Elle éclata en sanglots, mais continua d'avancer. « Maman, maman, je marche vraiment !» Kate tomba à genoux sur le sol de l'atelier. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle cachait son visage, pleurant comme une enfant. 11 ans de remords, 11 ans à se punir, 11 ans à essayer d'acheter un miracle avec de l'argent. Et le miracle était enfin arrivé. Pas grâce à la richesse, mais grâce aux mains d'un père solitaire dans un vieil atelier. Olivia continua de marcher pas après pas, de plus en plus stable. 1, 2, 3, 4, 5 pas. Elle se retourna vers Nate, les joues trempées de larmes, mais rayonnantes d'un éclat indescriptible. « Tu l'as fait, tu l'as fait. » Nate restait immobile, les deux mains accrochées au bord de l'établi. Les mots ne lui venaient pas. Des larmes coulaient sur son visage marqué d'huile, et à cet instant, il vit Lucas. Il vit son frère en Olivia, et cette fois, il n'avait pas échoué. Le docteur Webb restait figé, la bouche entr'ouverte. Il s'approcha, observant la démarche d'Olivia, l'alignement de ses articulations, la posture de son corps. « Extraordinaire », murmura-t-il. « Ce système d'équilibre, c'est du génie pur. » Mais personne n'écouta ces mots, car Olivia courait. Elle courait vraiment vers sa mère. Kate se releva d'un bond et ouvrit grand les bras. Et pour la première fois en 11 ans, mère et fille s'étreignirent debout. Ni en fauteuil roulant, ni allongées sur un lit d'hôpital, mais debout. Deux femmes qui se serraient l'une contre l'autre en pleurant comme des enfants. « Je suis désolée », sanglota Kate. « Arrête de t'excuser, maman », murmura Olivia avec tendresse. « Tu ne m'as jamais abandonné, tu m'as donné cette chance. » Toutes deux tournèrent les yeux vers Nate, un homme simple, seul, les mains tachées de graisse, debout en silence, en larmes. Kate s'approcha sans hésiter et le serra fort dans ses bras. « Merci, merci de ne pas avoir abandonné. » Nate hocha la tête, la voix brisée. « J'ai fait une promesse à mon frère. Ne jamais laisser tomber ceux qui ont besoin d'aide. » À ce moment précis, Emma surgit dans l'atelier, applaudissant et riant de joie. « Elle marche! Papa a réussi !» Olivia s'agenouilla, prit Emma dans ses bras et sourit à travers ses larmes. « Ton papa est vraiment extraordinaire. » Devant l'atelier, les voisins s'étaient rassemblés. Certains applaudissaient, d'autres pleuraient. Tous assistaient à un miracle, juste devant leurs yeux. Au fil des heures, l'atelier de Nate se transforma en lieu de rassemblement pour tout le quartier. Ses voisins qui l'avaient vu affronter les épreuves, jour après jour, qui l'avaient vu élever Emma seule, qui avaient entendu ses pleurs après la perte de Lucas, étaient maintenant là, à l'embrasser, à pleurer avec lui, comme si ce miracle leur appartenait à tous. Monsieur Patterson, le soudeur retraité, prit la parole d'une voix tremblante. « Nate, te rends-tu compte de ce que tu as accompli ? Tu nous as redonné la foi. Les gens ordinaires peuvent encore accomplir des choses extraordinaires. » Karen, la propriétaire de l'épicerie voisine, essuya ses larmes. « Mon fils souffre de paralysie cérébrale depuis la naissance. J'avais perdu tout espoir, mais après ce que j'ai vu aujourd'hui... » « Nate, crois-tu pouvoir aider mon fils ?» Nate observa les visages pleins d'espoir autour de lui. Il n'avait jamais imaginé cela. Son seul but avait été d'aider une personne. Mais à présent, toute une communauté plaçait sa foi en lui. Et au fond de son cœur, il entendit Lucas murmurer « Tu
Tu as accompli bien plus que ce que tu croyais possible. » Madame Rosa, 70 ans, les larmes coulant sur ses joues, s'écria « Lucas, est-ce que tu vois ça? Ton frère a réussi. » 2 semaines plus tard, Olivia marchait avec stabilité. Chaque jour, elle s'entraînait avec Nate dans ce vieil atelier. Chaque pas était un peu plus sûr. Plus de douleur aiguë, plus de peur à poser ses pieds. Il ne restait que la sueur, la concentration et une confiance grandissante qui se renforçait à chaque pas. L'histoire commença à se répandre, pas par des annonces officielles ou des articles soignés, mais à travers les regards stupéfaits des patients dans les hôpitaux lorsqu'ils voyaient Olivia. Elle marche. Le mot circulait de bouche à oreille. Une jeune femme clouée dans un fauteuil roulant depuis 11 ans. Marchait désormais sur ses 2 jambes. Mais cette reconnaissance fut de courte durée. Un matin, Nate reçut un courrier officiel de MediBrace Corp, le fabricant de l'ancienne orthèse d'Olivia. L'enveloppe était épaisse, le papier froid, impersonnel. Il l'ouvrit. Ses mains tremblaient à mesure qu'il lisait chaque phrase. Notification légale. « Cher Monsieur Nathan Brennan, nous avons été informés que vous avez modifié illégalement un appareil médical MediBrace modèle X7. Sans posséder de certification en médecine ou en ingénierie biomédicale. Ce comportement viole les réglementations de la FDA concernant les dispositifs médicaux de classe 2. Nous vous ordonnons officiellement de cesser toute activité liée à des appareils médicaux immédiatement. Tout manquement entraînera des poursuites civiles et pénales. Délai de réponse, 7 jours. Nate s'assit anéanti. Le document glissa de ses mains. « Est-ce qu'ils vont te poursuivre, papa ?» demanda Emma d'une voix tremblante. « Probablement, » répondit Nate doucement. « Très probablement, ma chérie. » L'information se propagea rapidement et cette fois, elle dépassa le cadre d'une seule entreprise. L'Association orthopédique de Californie publia également un communiqué officiel mesuré mais ferme. Ils déclarèrent que bien qu'ils compatissent à la situation d'Olivia Chambers, le fait qu'une personne non qualifiée modifie un appareil médical était dangereux et illégal, et ils appelèrent les autorités à intervenir. La pression s'accrut sur le docteur Webb, le médecin qui avait vu Olivia marcher de ses propres yeux. Il appela Kate, le ton lourd de regret. « Madame Chambers, je suis sincèrement heureux pour Olivia, mais je ne peux pas soutenir publiquement Monsieur Brennan. Si je le fais, je risque de perdre mon autorisation d'exercer. » Kate comprit sa position, mais refusa de la tolérer. Elle organisa une conférence de presse. Devant des dizaines de journalistes et des caméras braquées sur elle, Olivia apparut. Elle marcha, sans fauteuil roulant. La salle entière devint silencieuse. Les murmures s'arrêtèrent d'un coup. Kate s'approcha du micro, la voix calme mais tranchante comme une lame. « Pendant 11 ans, j'ai dépensé des millions de dollars pour obtenir les meilleurs spécialistes du monde. Aucun n'a pu aider ma fille, mais un simple père, travaillant dans un vieil atelier, a accompli ce que la richesse n'a jamais pu acheter. Et maintenant, vous voulez le poursuivre en justice. » Un journaliste leva la main. « Mais madame, cela ne vous inquiète-t-il pas qu'il ne soit pas diplômé en médecine ?» Kate fixe l'objectif de la caméra. « Les diplômes n'ont pas permis à ma fille de marcher. La compassion et le talent de Monsieur Brennan, oui. » Olivia s'avança, la voix tremblante mais claire et déterminée. « Je m'appelle Olivia Chambers. Pendant 11 ans, j'ai vécu dans une douleur constante. Pas à cause d'un manque d'argent, mais parce que des professionnels diplômés ont oublié que je suis un être humain, pas un projet mécanique. Nate m'a considéré comme une personne et il m'a rendu ma vie. Les images de la conférence se propagèrent à une vitesse fulgurante, des millions de vues en quelques jours. Les réseaux sociaux explosèrent de réactions. Certains qualifièrent Nate de miracle vivant, affirmant que le système de santé s'était trop éloigné des patients, trop obsédé par les protocoles et les profits. Ils partagèrent le témoignage d'Olivia comme preuve que la compassion authentique et le véritable talent avaient encore de la valeur. Mais de nombreuses voix opposées s'élevèrent également. Certains avertirent que Nate s'engageait sur une voie dangereuse, qu'une seule erreur pourrait coûter la vie à Olivia. Ils soulignèrent que les réglementations n'existent pas pour freiner les miracles,
mais pour éviter les catastrophes. L'histoire de Nate ne lui appartenait plus entièrement. Elle s'était transformée en débat plus large, entre la loi et la miséricorde, entre les protocoles et la dignité humaine, entre protéger un système et sauver une vie. Et au cœur de tout cela, Nathan Brennan, un mécanicien modeste, se tenait face à la décision la plus importante de son existence. 7 jours plus tard, Kate revint à l'atelier. Elle resta immobile face à Nate pendant un long moment, comme si elle tentait de mémoriser chaque détail de l'homme. Qui avait changé la vie de sa fille? « Monsieur Brennan, dit-elle, la voix basse mais résolue, je veux engager les meilleurs avocats pour vous défendre. J'assumerai tous les frais. » Nate refusa aussitôt. « Non, Madame Chambers, si j'accepte, tout cela ne fera qu'empirer. La controverse grandira, d'autres patients auront peur et ils n'oseront plus me faire confiance. » L'expression de Kate se durcit. « Alors que comptez-vous faire? Attendre qu'ils vous poursuivent? J'assumerai la responsabilité de mes actes, » répondit Nate, d'un ton étonnamment paisible. « Mais je ne regretterai jamais d'avoir aidé Olivia. » Kate le regarda, les larmes aux yeux. « Pourquoi ?» demanda-t-elle presque suppliante. « Pourquoi faire un tel sacrifice ?» Nate esquissa un sourire, mélancolique mais ferme. « Parce que j'ai fait une promesse à mon frère, et je ne romprai jamais cette promesse. » Ce soir-là, alors que la plupart des lumières de l'atelier étaient éteintes, une silhouette inconnue apparut. Elle se présenta comme le docteur Eleanor Hayes, professeur en ingénierie biomédicale à Stanford, l'une des plus grandes expertes mondiales en dispositifs orthopédiques. Elle arriva avec une seule requête: « Je souhaite examiner l'orthèse. » Nate la lui tendit. Le docteur Hayes resta silencieuse. Pendant 30 minutes, elle inspecta chaque articulation, analysa chaque point de répartition des forces, prit des notes rapidement dans son carnet. Enfin, elle leva les yeux vers Nate. « Vous avez appris tout cela seul ?» « Oui, répondit-il. Personne ne vous a enseigné la distribution dynamique du point d'équilibre ?»« Non, dit Nate en secouant la tête. Je l'ai découvert par moi-même. » Le docteur Hayes retira ses lunettes et essuya des larmes de ses yeux, un geste qui laissa Nate stupéfait. « C'est du génie, murmura-t-elle doucement, un génie sans formation. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je vais témoigner en votre faveur. Je dirai à la FDA que cette conception dépasse tout ce qui existe actuellement. » Nate n'en revenait pas. « Mais vos collègues vont vous rejeter. Vous risquez ?» « Cela m'est égal, » coupa le docteur Hayes. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un comprendre la mécanique du corps humain comme vous le faites. Si le monde médical vous poursuit, alors il poursuit le progrès lui-même. » La semaine suivante, le docteur Eleanor Hayes se présenta devant la commission de la FDA. Avec clarté et précision, elle déclara « Le dispositif conçu par M. Nathan Brennan n'est pas seulement sûr. Il représente une avancée majeure par rapport aux orthèses actuelles. Je recommande que la FDA lui délivre un permis spécial, l'autorisant à poursuivre ses travaux sous ma supervision directe. » Mehdi Bracecorp protesta avec force. Mais après une inspection complète de l'orthèse, la FDA fut contrainte de reconnaître une réalité indéniable. Le dispositif était véritablement supérieur. 2 mois plus tard, Nat reçut une lettre de la FDA. Il l'ouvrit, les mains tremblantes. « Permis spécial. Monsieur Nathan Brennan est autorisé à concevoir des dispositifs orthopédiques, sous la supervision du docteur Eleanor Hayes. Durée, 2 ans dans le but d'obtenir une certification officielle en ingénierie biomédicale. » Nate s'assit lentement. La lettre glissa de ses mains, les larmes coulèrent sur ses joues. « Lucas, murmura-t-il, j'ai réussi, j'ai tenu ma promesse. » 12 mois plus tard, Brennan Mobility Solutions, un centre d'ingénierie de rééducation fondé par Nate, avec le soutien discret de Kate, ouvrait officiellement ses portes à San Diego. Le bâtiment n'avait rien de luxueux, aucune enseigne tape à l'œil, mais à l'intérieur, tout respirait la lumière, l'équipement complet et surtout l'espoir. À l'entrée, une plaque discrète portait l'inscription « Brennan Mobility Solutions », redonner l'espoir à ceux qui marchaient dans le silence. Dédié à Lucas Brennan, 1986-2013. Le premier jour, de nombreuses familles faisaient déjà la queue depuis l'aube. Des enfants en fauteuil roulant,
des adultes avec des prothèses usées par les années, des personnes âgées au regard éteint qui avaient presque renoncé à croire. Nate salua chaque personne individuellement. Il ne se plaça jamais en hauteur. Il s'abaissait pour les regarder dans les yeux et commençait toujours par la même question. « Pouvez-vous me montrer comment vous marchez aujourd'hui ?» Olivia était également présente. Elle était devenue assistante en physiothérapie et terminait sa dernière année d'études en rééducation à l'UC San Diego. Elle accueillait les familles avec bienveillance, racontant son histoire avec patience. Pas pour célébrer un miracle, mais pour montrer que les miracles existent vraiment, quand on refuse d'abandonner. Emma, désormais âgée de 8 ans, aidait son père dans l'atelier. Elle dessinait des schémas simples, apprenait à manier les outils et posait toujours la même question. « Papa, est-ce que tonton Lucas serait fier de toi ?» Nate la serrait contre lui, les larmes aux yeux. « Il serait extrêmement fier, ma chérie. » Le docteur Eleanor Hayes était devenue conseillère scientifique du centre. Elle transmettait à Nate son expertise en ingénierie biomédicale tout en apprenant de lui. Ce qu'aucune université ne pouvait enseigner, la perception mécanique appliquée aux corps humains réels. Kate changea elle aussi. Elle ne fut plus la dirigeante distante confinée aux salles de réunion. Elle consacra plus de temps à Olivia. Mère et fille marchaient souvent ensemble sur Pacific Beach, l'endroit qui leur avait autrefois tout arraché, et désormais le lieu où elles s'étaient retrouvées. Un après-midi, les vagues douces léchaient leurs pieds. « Maman, dit Olivia tendrement, je ne t'en veux pas pour cette soirée, jamais !» Kate fondit en larmes. « Mais si j'avais levé les yeux, alors l'accident aurait quand même pu arriver, » sourit Olivia doucement. « Maman, c'est l'océan qui a causé cela, pas toi. S'il te plaît, arrête de te faire du mal. » Elles se prirent dans les bras, leurs larmes se mêlant au rythme des vagues. 6 mois plus tard, un garçon de 10 ans nommé Tyler arriva au centre. Paralysé de naissance, famille démunie, aucun moyen de s'offrir une orthèse. Nate le regarda avec tendresse et sourit. « Bonjour, je vais t'aider à marcher. Gratuitement, ne t'en fais pas. » L'enfant éclata en sanglots. Sa mère tomba à genoux pour remercier. Nate fit un geste. « Ne me remercie pas. Remercie celui qui m'a appris à ne jamais abandonner. » Il leva les yeux vers le ciel et murmura. « Lucas, tu me manques. » 2 ans plus tard, Nate obtint son accréditation en ingénierie biomédicale. Il devint la première personne de l'histoire à être diplômé sur la base de son génie pratique et non d'un parcours académique traditionnel. Brennan Mobility Solutions avait aidé plus de 300 patients. 80% d'entre eux avaient retrouvé la marche. L'histoire se répandit en Californie, puis dans tout le pays. Mais Nate n'oublia jamais ses débuts. L'ancien atelier resta debout. Il continua de réparer des moteurs d'avion. Il continua de vivre modestement, car sa motivation n'avait jamais été la richesse ni la reconnaissance. Sa motivation, c'était une promesse. Un soir de crépuscule californien, sur la plage de Pacific Beach, Nate, Emma, Kate et Olivia étaient allongés sur le sable, regardant le soleil descendre vers l'horizon. Olivia se leva. Elle s'avança dans les vagues, pour la première fois depuis 11 ans, laissant l'eau salée toucher ses jambes. Elle éclata de rire comme une enfant. « Maman, je sens l'eau !» Kate courut vers elle. Mère et fille se tinrent dans les vagues, se serrant fort en pleurant. Nat les observait en souriant. Emma leva les yeux. « Papa, tu es heureux ?»« Oui, immensément, ma chérie. Parce que tu as tenu ta promesse à tonton Lucas ?» Nate hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « Oui, et je la tiendrai toujours. » Dans le ciel du crépuscule californien, les derniers rayons du soleil descendaient, comme une bénédiction. Ceci dépasse le récit d'un simple père, d'une milliardaire rongée par le remords ou d'une jeune femme courageuse. C'est un récit sur la chose la plus simple et la plus essentielle. La compassion peut changer le monde, un pas à la fois. Les miracles ne viennent pas de la richesse, les miracles naissent de mains qui refusent d'abandonner. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre ces récits d'espoir, de rédemption et de miracles du quotidien, et activez les notifications, car peut-être que la prochaine histoire sera exactement celle que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau voyage.